un nouveau chapitre. C'est l'avant-dernier chapitre de biologie. Donc un chapitre de génétique qui va du coup marquer qui terminera du coup le thème 4. Le thème 4 du programme, c'était la partie génétique. Donc on a vu l'organisation des génomes eucaryotes et prokaryotes. On a vu aussi la transcription et son contrôle. On a vu la réplication et la mitose. Et du coup, on va voir la diversification des génomes. Hier, on a terminé le métabolisme qui, lui, terminait le thème 1 de biologie, à savoir la biochimie, la biologie cellulaire et le métabolisme. Donc là, on est sur la génétique, diversification des génomes. Alors c'est vrai que je l'ai pas mis en introduction, mais le terme génome, attention, c'est pas l'ensemble des gènes, c'est bien l'ensemble des molécules d'ADN. Donc on va voir comment on peut diversifier ces molécules d'ADN. Donc autrement dit, créer des séquences de nucléotides différentes. Alors donc en fait, on va s'intéresser essentiellement en fait aux allèles. Donc les allèles, vous savez, vous les connaissez en fait depuis le secondaire. Ce sont les versions d'un même gène qui diffèrent par des séquences nucléotidiques, par leur séquence nucléotidique. Et on sait que les allèles sont à l'origine de la diversité génétique au sein d'une espèce. Les allèles en fait sont transmis d'un individu à un autre. Soit, alors ce qu'on pense, c'est la transmission lors de la reproduction sexuée, puisque un enfant reçoit justement des allèles de ses parents. Il s'agit d'un transfert vertical qui font intervenir du coup la méiose et la fécondation qu'on va étudier. Et puis il y a aussi des transferts d'allèles qui se font entre organismes qui ne sont pas qui n'ont pas de relation de filiation, donc qui ne sont pas des parents ou des enfants. Donc, soit entre des organismes du coup de la même espèce, voire même d'espèces différentes, c'est ce qu'on appelle le transfert horizontal. Vous les avez vus en fait ces transferts au lycée, notamment des transferts comme ça qui ont lieu d'un organisme à un autre où il y a eu un partage. Peut-être que certains vous avez vu que justement le placenta, c'était on avait récupéré en fait, les mammifères ont récupéré un gène de virus à la base de l'acquisition de ce caractère-là. Alors, donc du coup, on va commencer d'abord. Alors, comment se forment et se diversifient les allèles et comment les allèles formés sont-ils transmis et brassés au cours de phénomènes de reproduction sexuée et de transferts horizontaux. Donc, ce seront nos problèmes. Et donc, en grand 1, je suis du coup à la diapositive, excusez-moi, je suis du coup à la diapositive numéro 2. Et on va voir le premier processus de diversification des génomes, ce sont les mutations. Alors, ces mutations, en fin de compte, il faut faire attention, en fait, dans le cours, à bien distinguer une lésion, un mésappariement et ensuite une mutation. Donc, une lésion, c'est une modification, en fait, qui est aléatoire d'un nucléotide sur la molécule d'ADN. Alors, cette lésion, elle peut être soit spontanée, elle se fait comme ça au gré du hasard et de façon spontanée, soit elle est aussi aléatoire, mais elle va être provoquée par des agents qu'on va qualifier de mutagènes. Ces lésions, elles peuvent être réparées, et si elles sont pas réparées, au bout de 2 cycles cellulaires, au bout de 2 réplications, elles donneront à ce moment-là une mutation. Il faut faire attention à pas confondre la lésion et la mutation. Et entre les deux, souvent, on a un mésappariement. Alors, la mutation, en fait, elle peut concerner elle peut affecter soit l'intérieur d'un gène, et à ce moment-là, on parle de mutation génique, soit elle concerne une grande partie du chromosome, et on parle de mutation chromosomique, ou plus exactement, on parle souvent d'anomalie chromosomique. Alors, dans un petit 1, on va voir justement les mutations spontanées, donc celles qui se font naturellement, entre guillemets. Alors, un premier exemple que je vous ai mis, c'est la diapositive numéro 3, c'est ce qu'on appelle la désamination. Donc, vous avez en fait sur la diapositive numéro 3 la formule de la cytosine et la formule de l'uracile. Et on voit bien que ces deux bases, qui sont d'ailleurs des bases pyrimidiques, sont des noyaux pyrines, pyrimidiques, oui, ils sont relativement proches. En fait, on voit bien qu'on a une fonction amine chez la cytosine, alors qu'ici, on a un CO chez l'uracile.
Et ben en fait, la désamination, donc ça veut dire on enlève un groupement amine avec en plus l'ajout d'une molécule H2O, et ben va nous permettre justement de passer de la cytosine à l'uracile. L'uracile qui d'ailleurs normalement n'a une base azotée qui ne doit pas être présente dans l'ADN puisque c'est une base azotée de l'ARN. Alors bon, ces formules chimiques ne sont pas à savoir. Par contre, le petit schéma qui est en dessous, et ben lui, il est à savoir. On l'avait déjà vu en fait. On avait déjà vu ce genre de schéma en fait lors du chapitre sur la réplication, donc le chapitre B4B. Donc ici, je vois que tout en bas, j'ai une paire, enfin on a un nucléotide qui a de la cytosine qui est en face d'un nucléotide qui a de la guanine, C est en face de G, c'est tout à fait normal. Et puis de façon spontanée, cette cytosine, elle va être désaminée et elle va donner du coup un U que j'ai mis en rouge. Donc là, on a une lésion. Donc ça, c'est une lésion. Cette lésion, on va avoir, cette molécule d'ADN, elle va s'embarquer dans une première réplication. Donc on sait que les deux brins de la molécule d'ADN sont séparés et que la réplication est semi-conservative. Donc l'ADN polymérase va fabriquer du coup un deuxième brin au complémentaire du brin conservé, du brin parental. Donc on voit bien que j'ai conservé mes deux brins en noir et en phase, j'ai fabriqué du coup un brin néosynthétisé, un complémentaire avec du coup, grâce à mon ADN polymérase, qui sont du coup ici marqués un peu en marron orange. Donc, en face du brin qui comportait un G, on a mis un C. Et puis en face du brin qui comportait un U, le U étant l'équivalent un peu du T, on a mis un A. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un UA qui est normalement pas présent. C'est un appariement qui normalement n'est pas présent en fait dans l'ADN. Donc on va parler de mésappariement. Donc on voit bien que la lésion a conduit du coup à un mésappariement. On s'engage à ce moment-là dans le cycle cellulaire avec du coup une nouvelle réplication pendant la phase S. Donc là-haut, je vais pas y revenir parce que du coup c'est tout à fait classique. On voit que CG, le brin noir c'est séparé du brin orange et on a conduit à la fabrication d'un brin néosynthétisé en violet et on retrouve CG. Donc là, il y a rien. Enfin, en tout cas, c'est tout à fait normal. Mais en bas, par contre, on va séparer du coup le brin noir qui contient du coup l'uracile issu de la désamination de la cytosine et on va séparer du brin qui est orange qui contient le A. Donc du coup, l'ADN polymérase, en face du A, elle va mettre un T, un nucléotide avec de la thymine, et en face du U, elle va mettre un A. Donc on est reparti pour un mésappariement. Par contre, en dessous, là, cette fois-ci, on a un appariement qui est normal. T est en face de A, c'est tout à fait normal. Sauf qu'à l'origine, c'était CG. Donc là, ça y est, on a une mutation. Et c'est une mutation de type substitution, puisqu'on a gardé le même nombre de nucléotides. Il n'y en a pas un en moins, il n'y en a pas un en plus. Il y en a juste un qui est différent. Donc, on a substitué CG à TA. Est-ce qu'il y a des questions, en fin de compte, sur ce processus de mutation spontanée qui est la désamination de la cytosine? Oui. Clotilde, Pourquoi on dit que UA c'est un mésappariement et pas juste une mutation comme TA? en fait, tu dois te rappelle-toi que le U, l'uracile, c'est un nucléotide que l'on trouve dans l'ARN. Donc normalement, dans un nucléotide qui a de l'uracile, on doit avoir un sucre qui doit être le ribose. Or là, ton U, ton uracile, elle est associée avec un sucre, la désoxyribose. Donc tu vois bien que là, tu as un nucléotide U qui a rien à faire ici en fait. C'est pas un appariement normal de l'ADN. D'accord? Ça pourrait être un appariement normal au sein de l'ARN, mais il faudrait pas avoir de désoxyribose, mais du ribose. Oui, d'accord. Ok. Ok? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me posais juste la question de est-ce que du coup dans l'ARN on pourrait avoir une amination dans l'autre sens. Enfin, est-ce que le U du coup il pourrait devenir Ouais. C. Alors, exactement, oui, Margot, on pourrait très bien imaginer. Alors, en fait, pour répondre à ta question, tout ce qu'on va voir là sur l'ADN,
Je rappelle, génome, ensemble des molécules d'ADN, c'est le transcriptome qui est l'ensemble des ARN, et notamment des ARN messagers. Alors oui, il peut y avoir effectivement des lésions sur les ARN et conduire du coup à des mésappariements. Sauf que si tu te rappelles, Margot, que les molécules d'ARN, en fait, ce sont des molécules qui ont une courte durée de vie. Ce sont, on avait dit, des copies transitoires. Donc du coup, oui, ça existe, mais en réalité, c'est pas très important parce que de toute façon, la molécule, elle a une durée de demi-vie. En général, par exemple, un ARN messager, c'est 30 minutes. Donc ça veut dire que même s'il y a eu des lésions qui sont apparues, très rapidement, elle va être détruite, cette molécule, elle va être recyclée. Donc ça veut dire que ce n'est pas le support pérenne de l'information génétique, donc ça n'a pas de conséquences en fait. Ah oui, oui, ok, d'accord. D'accord, mais oui, ça existe, ça peut exister. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc on continue. Alors là, du coup, on vient de voir une lésion spontanée qui est la désamination. On peut voir un autre exemple de lésion spontanée, c'est ce qu'on appelle l'apurination. Alors, on avait vu ça, l'idée de site apurinique ou apyrimidique, avec le système, alors je sais jamais, oui, c'est BER, le système de réparation en anglais. Ici, par exemple, là, on va faire un site apurinique. Ça veut dire on peut enlever les bases puriques, autrement dit, soit les G ou soit les A. Les G ou les A. Donc ici, j'ai pris l'exemple en fait d'enlever en fait la base azotée du coup guanine. Donc je suis reparti sur mon exemple. Je vois que j'ai la paire CG et je vais enlever du coup la base azotée. Donc il reste encore le désoxyribose, il reste le groupement phosphate, mais j'ai plus du coup la base azotée, elle a été enlevée. Donc du coup, lors de la première réplication, je sépare mes deux brins d'ADN. Et puis, l'ARN polymérase polymérise du coup en face les nucléotides qui se sont associés par complémentarité. Sauf que, forcément, là où on a enlevé le G, l'appareil fait au hasard, c'est-à-dire qu'on met un nucléotide à adénine, un ATP ou un CTP ou un GTP ou il m'en manque un TTP. D'accord, ça se fait au hasard. Donc, on a 25% de chance que ce soit le bon. Autrement dit, par exemple, un CTP qui va du coup participer à la polymérisation. Mais il y a surtout 75% de chance, ou plutôt de risque, que ce soit en fait le mauvais du coup nucléotide. Donc là, c'est un GTP qui a participé à la polymérisation et donc du coup on a intégré du coup un GMP dans le brin d'ADN. Donc du coup on se retrouve avec un G, alors qu'on aurait dû normalement avoir un C. Donc là on a un mésappariement entre guillemets, puisqu'il n'y a même pas d'appariement véritablement, puisqu'il n'y a pas de base azotée en face. Et puis, je fais la deuxième réplication, et du coup, en face du G, je vais me retrouver du coup avec un C, et donc je vois que du coup, je passe du coup d'un mésappariement à une mutation, et d'ailleurs, je vois que mésappariement, là, ma légende, elle n'est pas bien mise, elle devrait être sur le côté, pour la dernière molécule qui est tout en haut. Et du coup, je passe dans une mutation qui est encore de substitution, sauf que je suis passé de CG à GC. En fin de compte, j'ai inversé finalement la position des deux nucléotides. Est-ce qu'il y a des questions sur cet autre exemple de lésion spontanée qui conduit du coup à une mutation? Alors, dernière mutation spontanée qu'on va voir. Donc là, c'est pas des lésions. C'est tout simplement, donc on va pas abîmer un nucléotide. Là, c'est tout simplement ce qu'on appelle la tautomérie qui se fait de façon spontanée. On avait vu, c'est la diapositive numéro 5, on avait vu en fait que les bases azotées, elles étaient en équilibre tautomérique entre deux formes. Quand elles avaient une fonction amine, elles pouvaient donner une fonction imine, et quand elles avaient une fonction cétone, elles pouvaient donner une fonction énol.
Cette diapositive-là, elle est issue de la biochimie. Et donc ici, j'ai pris l'exemple, diapositive numéro 6, j'ai pris l'exemple d'une thymine qui va avoir une tautomérie entre une forme cétone et une forme énol. Alors si je reprends ma diapositive numéro 5, la thymine, elle est là. On la voit, et on voit que la forme majoritaire, c'est la forme cétone, et la forme minoritaire, c'est la forme énol. Donc, en grande majorité, la plupart du temps, la thymine est sous forme du coup cétone, et elle s'apparie avec un nucléotide avec l'adénine A, donc TA. Si je fais une tautomérie et que j'obtiens du coup qui est spontanée et j'obtiens du coup, alors c'est pas vraiment une lésion, là c'est simplement de la chimie entre guillemets classique, un équilibre cétoénolique, et donc là la thymine prend sa forme énol. Il y a simplement, si je reprends ma diapositive numéro 5, en fait on délocalise un double liant. Donc on voit bien qu'il y a une double liaison, une liaison covalente qui était au niveau du CO, qui est passée au niveau du CN. Et cette forme du coup énol, elle a une particularité, c'est qu'elle ne s'apparie pas en fait avec l'adénine, avec un nucléotide à adénine, mais avec un nucléotide avec la guanine. Donc là, je vois que j'ai ma fonction thymine avec sous sa forme du coup énol. Le brin d'ADN, les deux brins d'ADN vont être séparés. Première réplication, celle qui est du coup en orange, et du coup en face du nucléotide à adénine, on a accroché un nucléotide à thymine de forme cétone, puisque c'est la forme qui est largement majoritaire. Et par contre, en face de la thymine qui est sous forme énol, on a accroché cette fois-ci un nucléotide en fait à guanine. Donc on est TG, ce qui du coup est un mésapariement. Le T normalement est associé à un A, mais ici c'est un T avec une forme minoritaire énol. Du coup, deuxième réplication, on reforme du coup un mésapariement, et puis en face du G, on va associer du coup un C, et donc là cette fois-ci on a de nouveau une mutation, mais une mutation du coup par substitution, toujours de type substitution, et donc de TA on est passé à CG. Est-ce qu'il y a des questions sur cette tautomérisation? Dernière chose, ce que j'ai mis aussi, donc ces erreurs, du coup, là, c'est classiquement une erreur qui a été faite du coup par l'ARN polymérase à cause de la forme tautomère. Elle se trompe entre guillemets dans la polymérisation du coup du brin néosynthétisé. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'elle bégaie. On dit aussi qu'elle patine ou qu'elle dérape. Et en fait, j'ai posé, il y a je sais plus qui, un d'entre vous a posé la question du coup, et j'ai posté une petite image qui justement explique ce patinage. En fait, quand l'ADN polymérase va patiner ou va déraper, ça va conduire en fait souvent à des délétions. Enfin, ça va conduire à des délétions ou à des insertions. Donc, on va en fait soit insérer un ou plusieurs nucléotides en plus, soit on va au contraire ne pas en polymériser un ou plusieurs. Et c'est souvent dû à des séquences qui présentent le même appariement. Donc, par exemple, des séquences où il y a TA, 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 TA qui se répètent. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une sorte de dérapage des deux brins et entre le brin, soit du brin néosynthétisé qui est en cours de synthèse, soit du brin matrice, et ça va conduire justement ou alors ça peut être CG, 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 et ça va conduire justement à des insertions ou des délétions. Donc, je vous renvoie pour cette histoire de bégaiement ou de patinage de l'ADN polymérase, et qui est dû en fait tout simplement à des glissements entre le brin néosynthétisé et le brin matrice. Je vous renvoie du coup à l'image que j'ai postée du coup dans le forum où je réponds aux questions. Deuxième partie, là on va parler des mutations qui sont provoquées notamment par les agents mutagènes. Alors l'exemple que j'ai pris, c'est un agent mutagène physique, ce sont les rayonnements UV. Alors diapositive numéro 8, en fait quand les UV agissent sur les bases azotées thymines,
et ben quand il y a deux thymines qui sont l'une à côté de l'autre, qui sont adjacentes, et ben ces UV, elles ont la possibilité de créer des liaisons covalentes en fait entre les deux cycles. Du coup, on crée ce qu'on appelle un dimère de thymine. Alors, ce dimère de thymine, il va poser problème parce que quand l'ADN polymérase va rencontrer en fin de compte ce dimère de thymine, bah, en face, est venu s'appareiller des NTP un peu au hasard. Donc, du coup, il y a de grandes chances que l'on fasse des mésappariements. Donc, diapositive numéro 9, bah, on voit que les rayons UV ont créé un dimère de thymine. D'ailleurs, ça déforme la molécule d'ADN. C'est d'ailleurs une des méthodes pour certains systèmes de réparation pour repérer ces dimères et les réparer. Donc ensuite, on va avoir une réplication. Donc bien évidemment, ce schéma, vous pouvez le simplifier grandement. Ce qui nous intéresse, c'est simplement le dimère de thymine. Donc tout le reste, vous pouvez faire comme les autres schémas, c'est-à-dire faire simplement des petites barres anonymées, sans préciser quels sont les nucléotides qui sont présents. Donc je vais, à ce moment-là, je vais du coup séparer les deux brins qui vont servir de brins matrices et je vais fabriquer du coup deux brins néosynthétisés. Donc il n'y a pas de problème pour la molécule d'ADN qui est en bas. Par contre, il y a un problème pour la molécule d'ADN qui est en haut. À la première réplication, on voit que effectivement on a mis un nucléotide à adénine en face d'un T, mais en face de l'autre T du dimère, on a mis un nucléotide à cytosine. Et du coup, ça crée ce qu'on appelle un mésappariement. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, en fait, là, on a eu de la chance pour le premier. Pour le deuxième, on a eu moins de chance. Et donc, du coup, on fait une deuxième réplication. Et en face du C, on va mettre un G. Et du coup, là, l'appariement est normal. On est passé au stade de mutation. Et on voit bien que on a une substitution de type, TA qui donne GC. Est-ce qu'il y a des questions pour cette mutation provoquée par les UV. Donc, les UV sont des agents mutagènes et ils sont de nature physique. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il existe aussi des agents mutagènes chimiques. Je vous en ai donné quelques exemples, notamment l'exemple de l'acide nitreux. Vous pouvez penser aussi au cyclohexane que vous connaissez en chimie. Ça provoque justement des désaminations ou l'apparition de sites apuriniques. Donc en gros, ça excise, ça élimine du coup les bases guanine et les bases adénine. Donc on a aussi des agents mutagènes chimiques. Alors, une fois qu'on a vu ça, petit 3, il existe différents types de mutations qui diversifient les génomes. Donc, faisons la classification. Donc, déjà, on a vu, diapositive numéro 11, qu'il y a des mutations qui sont ponctuelles. On a vu qu'on a vu à chaque fois des changements simplement d'une paire de nucléotides. Quand la mutation, elle provoque le changement de 1 à 10 paires de nucléotides, c'est simplement ce qu'on appelle une mutation ponctuelle. Alors, quand ça va jusqu'à 10, ça veut dire qu'il y a eu un gros bégaiement, patinage. Et donc, du coup, on a inséré ou on a délaissé, perdu 10 jusqu'à 10 paires de nucléotides. Donc, diapositive numéro 11, c'est assez simple. On voit bien que là, on a une séquence TTGAG, la séquence de départ. Et regardez au milieu, on a TTAG. Il manque justement un G et du coup, en face, un C. Là, on a eu une délétion GC. Donc, on a perdu du coup une paire de nucléotides. En haut, au contraire, on a exactement le même nombre, mais à la place du G qui est au milieu, on a un A. Donc, on a en face, du coup, à la place du C, on a un T. Donc là, on a une substitution de type GC vers AT. Et alors qu'en dessous, si on compte, on avait 5 paires de nucléotides, là on en a 6. Là, on a une addition. Une addition, alors je devrais dire d'ailleurs plutôt une insertion. Je vais modifier ça. Le terme exact, c'est insertion en français, du coup d'un nucléotide AT. Pas de questions sur ça, je pense que c'est relativement simple. C'est des mutations que vous connaissiez, substitution, délétion et insertion. Alors ensuite, on a des mutations qui vont concerner en fait la structure des chromosomes. On parle à ce moment-là d'anomalies
chromosomiques de structure. Alors, la première des anomalies, c'est la délétion. Donc, c'est pareil. Là, cette fois-ci, on va avoir la perte. On va avoir la perte de plus de 10 paires de nucléotides. Hein. Donc, on va perdre carrément tout un morceau hein, d'un chromosome. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va perdre plusieurs milliers en réalité de nucléotides. Hein. Donc, diapositive numéro 12, bah, là, on voit hein, qu'on perd finalement une partie terminale du nucléotide, du chromosome, je veux dire. Donc, on reconnaît le chromosome avec son centromère au milieu, avec son bras court et son bras long. Et on voit que bah, on a quasiment la moitié du bras court qui a été éliminé. Hein, c'est ce qu'on appelle du coup la délétion terminale. Au passage, juste pour information, en fait, on va créer, comme on a perdu la partie terminale, on a perdu les télomères et on savait que les télomères, ils sont importants en fait, notamment pour la mitose où il y a les microtubules polaires qui s'y fixent. On sait aussi que c'est par les télomères que les chromosomes sont fixés au niveau de l'enveloppe nucléaire quand on est dans la chromatine, hein, donc dans le noyau lors de l'interface. Et ben, il va y avoir la formation d'un néotélomère hein, pour justement que ce chromosome reste fonctionnel entre guillemets, hein, enfin, s'il peut rester fonctionnel à cause de cette perte. Donc là, on a ce qu'on appelle une délétion du coup terminale. Au passage aussi, on voit que ces chromosomes, en fait, eh ben, ils ont été colorés par des bandes claires et des bandes sombres. Ça, c'est caractéristique des karyotypes. Ce sont des techniques de coloration qui généralement mettent en évidence soit des zones qui sont riches en AT, soit des zones qui sont riches en CG. Et donc, si on colore les zones qui sont riches en AT, eh ben, les zones qui le sont vont prendre une coloration sombre. Et les zones qui sont riches en CG resteront du coup claires. Par contre, si c'est une coloration qui colore les zones riches en CG, ben, on va avoir une coloration inverse. Donc, les zones qui étaient blanches deviendront noires et les zones qui seront noires deviendront blanches. Donc, la délétion terminale. Deuxième type de délétion, ben, c'est la délétion intercalaire. Donc, cette fois-ci, ben, on a perdu, hein, c'est en bas de la diapositive numéro 12, on a perdu cette fois-ci un fragment du chromosome, mais non pas en partie terminale, hein, mais au milieu, hein, donc là au milieu du bras long, hein, donc on a perdu une partie. Donc ici la délétion, donc qui correspond à la perte d'une région. L'inversion, deuxième type de mutation chromosomique de structure. L'inversion, eh ben, en fait, c'est on prend notre chromosome et on va casser ce chromosome et on va inverser du coup la région. Donc la région, le bout qui était proche du centromère bah, va passer proche du télomère et le bout qui était proche du télomère passe du côté du centromère. Donc, on inverse. Donc, il y a un retournement et un recollement. Et donc là, on voit qu'on a fait une inversion au sein d'un bras. Et ben, c'est ce qu'on appelle une inversion paracentrique. On peut faire aussi une inversion qui va concerner le centromère. Donc, on va faire une inversion, en fin de compte, d'une partie du bras court et une partie du bras long. Et là, du coup, on obtient du coup ce qu'on appelle une inversion péricentrique. Troisième type, alors est-ce qu'il y a des questions sur ces inversions et sur ces délétions? Les inversions, comment c'est physiquement, enfin, comment ça se passe? Parce que ça paraît étrange. Alors, en fait, ces inversions, alors les pertes et les échanges, en fait, c'est relativement simple à comprendre parce que vous avez déjà vu le processus de crossing over, vous vous rappelez l'année dernière, et vous aviez vu normalement que certains crossing over pouvaient être justement inégaux et provoquer justement des pertes ou des duplications. Et ben, on peut facilement imaginer aussi des translocations grâce à ces crossing over. Pour les inversions, c'est un peu plus compliqué. Ben, en fait, il existe des cassures. Hein, et notamment, ces cassures, elles n'interviennent pas forcément. Sur le schéma, en fait, on voit bien que c'est mis sur des chromosomes qui sont des chromosomes condensés, hein, donc mitotiques. Mais en réalité, ces inversions, elles peuvent se passer notamment au niveau de la chromatine. Donc, ça veut dire que tu vas casser et puis tu vas ressouder grâce à la ligase. Donc, tu vas faire intervenir des endonucléases et faire ensuite intervenir du coup des ligases. Mais sauf que les ligases, eh ben, elles vont pas lier les bons bouts parfois, enfin, de façon rare. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Kélian? Oui, d'accord. Alors, troisième type de mutation de structure de chromosome, c'est la translocation. Hein, donc là, on voit que c'est la diapositive numéro 15. On a deux chromosomes non homologues. Donc, un chromosome qui est grand, on pourrait dire le chromosome
1 et un chromosome qui est petit, le chromosome numéro 2, et on va faire un échange de parties. Donc en gros, là, ils ont échangé du coup la partie terminale du bras long du petit chromosome avec la partie terminale du bras court du grand chromosome, et ils ont échangé, ils ont fait du coup ce qu'on appelle de la translocation réciproque. Alors on dit réciproque parce que là, il n'y a pas de perte d'information. L'information, enfin en tout cas l'ADN, il y a une partie qui est passée sur un autre chromosome et qui est passée et l'autre partie qui est passée sur l'autre chromosome, mais on n'a rien perdu, il n'y a pas eu de délétion. La translocation robertsonienne, elle va imposer une perte. En fait, là, on a deux chromosomes qui sont non homologues. Donc, je suis à la diapositive numéro 16. Et en fait, ils ne nous ont pas représenté les autres bras. En fait, ils ont représenté qu'un des deux bras. On a le centromère, qui est représenté en hachuré. Et puis, le bras qui est au-dessus des deux chromosomes, ils n'ont pas été représentés. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une cassure, alors généralement au niveau des centromères, et puis on va ressouder, du coup, les deux chromosomes. Et on crée, du coup, de deux chromosomes, on en crée un chimérique, entre guillemets, et les deux autres parties, elles peuvent être perdues. Donc, du coup, ici, on a une translocation, mais qui implique une perte. Et donc, du coup, on l'appelle la translocation robertsonienne. Dernière translocation, dernière mutation chromosomique de structure, ce sont les duplications que vous avez vues l'année dernière. Donc ça se fait grâce à des crossing over inégaux. Et donc là, on voit en fait que l'on va avoir, on a deux chromosomes homologues. On va transférer du coup une grande partie du bras long du chromosome qui était du coup à gauche sur du coup le chromosome qui était à droite, et on voit bien que la cassure n'a pas eu lieu au même endroit, et donc du coup on se retrouve avec un chromosome, quand on fait le recollement, et on se retrouve avec deux fois la même zone qui se répète. Donc c'est ce qu'on appelle une duplication, et comme les deux zones se répètent dans le même sens, on dit que c'est une duplication en tandem. Le vélo tandem, les deux personnes sont dans le même sens sur le vélo. On peut imaginer aussi qu'il va y avoir du coup couplé à les parties qui restent, c'est-à-dire la partie du chromosome qui était du coup à gauche va se souder avec la petite partie, la partie terminale du bras long du chromosome qui était à droite. Et par contre là, quand on va ressouder, il va manquer une partie. Donc là, la duplication, elle va être associée à côté à une délétion intercalaire. Dernière duplication, la duplication en miroir. Bon, c'est la même chose, mais là, cette fois-ci, il y a eu un retournement en fait lors de l'échange. Donc, du coup, les deux régions qui sont identiques sont dans un sens opposé, d'où le terme de miroir. Est-ce qu'il y a des questions pour ces translocations et ces duplications? Pas de questions? Donc, pareil, je vous ai j'ai répondu comment peuvent se faire ces mutations du coup chromosomiques de structure, et je vous ai mis justement une image issue d'un livre de terminale qui montre une crossing over inégale et qui montre justement sur un chromosome une délétion intercalaire et sur l'autre chromosome une duplication en tandem. Vous pourrez du coup aller voir ceci justement pour comprendre comment ça peut se faire. Donc ça peut se faire notamment au moment de la méiose. Alors, ce que j'ai pas expliqué, mais on l'avait déjà vu en TP, il y a d'autres mutations. Ce sont les mutations qui affectent le nombre de chromosomes. Donc, on parle à ce moment-là d'anomalie ou de mutation de nombre, ou ce qu'on appelle aussi l'aneuploïdie. A, ça veut dire en gros privatif, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les deux grands types, c'est soit la trisomie, soit la monosomie. Un trisomie, ça veut dire qu'on a un triplet ou non pas une paire. Et la monosomie, on a simplement un seul chromosome au lieu d'avoir la paire. Donc, classiquement, la trisomie 21 et le syndrome de Turner où il y a simplement un chromosome X et non pas XX ou XY. D'où viennent ces anomalies de nombre, aneuploïdie? Ils viennent de mutations, de méiose, de problèmes de méiose et notamment de problèmes au niveau, en fin de compte, de l'anaphase 1 où il y a une mauvaise disjonction, une mauvaise migration des deux chromosomes homologues,
Vous vous rappelez l'année dernière que la première division, ça sépare les chromosomes homologues. Et ben là, les deux chromosomes homologues sont partis vers un pôle et rien n'est parti vers l'autre pôle, par exemple pour le chromosome 21. Et donc, du coup, eh ben, on va former deux gamètes qui n'auront pas de chromosome 21. Et donc, s'ils participent à une fécondation, ils donneront du coup une monosomie 21, par exemple. Et deux autres gamètes ont cette fois-ci deux chromosomes 21 au lieu d'en avoir quatre du coup, chacun. Et ben, on va avoir, du coup, s'ils participent à la fécondation, on aura du coup trois chromosomes 21. Ça donnera du coup une trisomie. Et ben, ces anomalies du coup de structure de chromosomes ou de nombre de chromosomes peuvent être détectées du coup au niveau des karyotypes. Est-ce qu'il y a des questions sur ces du coup anomalies de nombre de chromosomes? Je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Ça va? Alors, je vous ai du coup mis un petit exercice à faire sur les anomalies chromosomiques. Donc, le karyotype A, eh ben, si vous l'avez regardé, en fait, ça se passait. Donc, je vous avais mis, en fait, vous avez localisé les. Alors, vous voyez bien là ce que je vous disais tout à l'heure, les bandes qui sont sombres et qui sont claires. Alors, c'est pas aussi net que les schémas, hein, mais on voit bien qu'il y a des zones, il y a quand même des bandes qui sont sombres et d'autres qui sont plus grises, plus claires, moins noires. Et ben ici, c'est une coloration qui colore en fait, c'est une technique de coloration qui colore les zones qui sont riches en CG. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la coloration en bande R, alors que quand ce sera les colorations riches en AT, ce seront la coloration en bande A. Donc ici, sur le chromosome, on voit qu'en fait, qu'ils ont exactement la même longueur. Par contre, ils ont des centromères qui sont pas localisés au même endroit. Donc, ça veut dire que là, on a fait une inversion. Il y a un des deux qui a été inversé. Alors, par convention, on installe toujours le bras court en haut et le bras long en bas. Donc là, ça veut dire que le premier, celui qui est à gauche, il est normal, entre guillemets, et le deuxième, c'est lui qui a été affecté par l'anomalie. Il y a eu une inversion. Il y a une inversion qui a concerné du coup le centromère. Donc, c'est du coup une inversion péricentrique sur un des chromosomes 12. Est-ce qu'il y a des questions sur ce karyotype, l'analyse de ce karyotype? Deuxième karyotype, karyotype B. Donc là, c'est un karyotype avec des techniques de fluorescence. Donc, on a utilisé le colorant DAPI pour colorer l'ADN. Donc, on voit tous les chromosomes. Là, on arrive d'ailleurs par rapport à tout à l'heure, on arrive même parfois, par exemple, celui qui est au milieu. Est-ce que vous voyez ma petite souris? Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on la voit. On la voit. Donc voilà, et ce petit, là, regardez, on arrive à deviner pour les deux chromatides. Donc, je vous rappelle que pour faire un karyotype, en fait, on utilise des cellules qui vont être en prophase, donc où on va être condensé, mais qui sont pas encore, les chromosomes sont condensés, et on fige, on bloque, et du coup, on fait éclater la cellule et on récupère du coup les chromosomes et on les prend en photo. Alors, on les colore et on les prend en photo. Alors ici, du coup, on voit bien là qu'on a des chromosomes à deux chromatides, mais les chromatides sont parfois tellement proches que on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule chromatide, mais non, il s'agit de chromosomes avec chromatides sœurs, avec deux chromatides. Et on a utilisé deux sondes fluorescentes. Une sonde qui localise une zone du chromosome X et une autre sonde, alors qui fluorescait en vert, et une autre sonde qui localise une chromosome X. Et quand on regarde nos deux chromosomes X, on voit que ma sonde qui fluoresce en rouge, c'est bien fixé. D'ailleurs, XCN, mais en fait, c'est une sonde qui est dirigée contre en fait le centromère du chromosome X. Et PTER, en fait, le P, ça doit correspondre en fait le P, ça désigne le bras court et le Q désigne le bras long dans la nomenclature des généticiens. Et TER, c'est pour la partie terminale. En fait, c'est une sonde qui se localise sur le télomère des chromosomes X, mais le télomère des bras courts. Et là, ce qu'on voit, sur un, on a bien la sonde, mais sur l'autre, on l'a. Donc, ça veut dire que du coup, si on l'a pas, c'est que ce chromosome X, il a perdu une partie. Et cette partie, elle est en position terminale, donc il s'agit d'une délétion terminale sur un chromosome X. Est-ce qu'il y a des questions sur ce
sur ce karyotype. Donc là, on voit d'ailleurs au passage, tout à l'heure, je vous ai du coup un néotélomère. Et ben, ce néotélomère, il est un peu différent du télomère normal puisque la sonde n'a pas pu se fixer. Karyotype C, bon là, c'est relativement simple. En fait, ce karyotype C, eh ben, on voit qu'on a un seul chromosome X et qu'il n'y a pas de chromosome Y ou il n'y a pas de deuxième chromosome X. Donc, il s'agit du syndrome de Turner, hein, justement d'une monosomie à chromosome X, hein, donc d'une femme qui n'a qu'un seul chromosome X. Au passage, regardez, si je prends mon chromosome 1, hein, je vous rappelle que les chromosomes, ils sont numérotés en fonction de leur taille. Donc, le chromosome 1, c'est les chromosomes qui sont les plus grands. Et ben, regardez, la partie qui est en haut, vous voyez, sur ce karyotype, elle est claire. Et vous voyez bien que on a coloré les régions qui étaient riches en AT. Par contre, tout à l'heure, si je reviens au premier karyotype, regardez, la partie, elle était sombre et on a coloré les parties qui étaient en CG. Donc là, le premier karyotype, c'était une coloration qui mettait en évidence les bandes. On dit bandes R. Là, ce sont les bandes G. D'accord, hein, donc, on voit bien que en fait, si vous prenez les deux images, et ben, les zones qui étaient sombres sont devenues claires et les zones qui étaient claires sont devenues sombres. Donc, c'est les deux types de coloration qui ont été utilisés. Hein, deux types des colorations différentes qui ont été utilisées pour ces deux karyotypes. 22, karyotype D. Alors, ce 22, en fait, là, c'est un petit peu plus difficile. Il fallait analyser du coup l'ensemble du karyotype et voir qu'il y avait un problème quand même au niveau de 17, puisqu'on voit qu'au niveau de 17, eh ben, il a l'air de manquer une petite partie. Donc, on pourrait se dire, bah, tiens, il y a une délétion. D'ailleurs, si on analyse bien, on voit bien que le télomère du bras long est bien foncé et on retrouve cette zone foncée aussi. Donc là, on pourrait dire plutôt peut-être dans une délétion intercalaire. Mais quand on continue le karyotype, eh ben, on voit en 19 que on a un chromosome qui est beaucoup plus long. Et on voit bien que la longueur qui est là, c'est l'équivalent sûrement de la longueur qui manque ici. Donc en réalité, ici, bah, il s'agit d'une translocation, hein, d'une translocation réciproque entre justement le chromosome 17 et le chromosome 19. Est-ce qu'il y a des questions pour ces karyotypes du coup C et D, donc la monosomie et ici la translocation? Karyotype E, donc de nouveau la fluorescence. Donc là d'ailleurs, on voit très très bien que les chromosomes sont bien à deux chromatines. Hein, on voit la petite bande noire qui sépare entre les deux chromosomes. On a utilisé le DAPI pour faire ressortir l'ADN. Et puis on a utilisé deux autres sondes. Des sondes là cette fois-ci, on a utilisé deux sondes, pas deux autres. Des sondes qui sont caractéristiques du chromosome 22. Donc on a une sonde ARSA hein, qui va d'ailleurs plutôt se fixer au niveau de la partie terminale. Hein, elle doit être, je suis pas sûr, mais elle doit sûrement cibler un des télomères. Et on a TUPLE1 là, qui lui est plutôt au milieu. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on a un karyotype témoin. Et puis là, sur le deuxième karyotype, on voit bien que la sonde tuple 1 là, elle n'est plus présente, elle ne se fixe pas sur le deuxième chromosome. Donc là, ça veut dire qu'on a une délétion. Mais cette fois-ci, c'est une délétion au milieu du chromosome, donc une délétion intercalaire au niveau du chromosome 22. Karyotype F. Alors, le karyotype F, quand on le regarde comme ça, a priori, il a l'air d'être relativement bon, sauf que au niveau du 14, on voit que le deuxième chromosome 14, il est un peu plus grand. Et au niveau du chromosome 14, si on regarde la partie qui est en plus, est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est une délétion de l'autre partie, mais on voit bien que ça ressemble étrangement, hein, pas mal finalement, au chromosome 21 qui aurait été inversé. Et ici, en fait, vous avez une trisomie 21 un peu particulière, puisque le troisième chromosome 21, c'est fixé, enfin en tout cas, a été transloqué sur un des chromosomes 24. Donc en fait, là, il s'agit de ce qu'on appelle une translocation robertsonienne entre
un chromosome 21, le troisième, et un des chromosomes 14. Est-ce qu'il y a des questions sur ce karyotype? Et enfin, non, il en reste encore un autre après. On a le karyotype G. Hein, et donc ici, sur le karyotype G, bah, ça se passe justement au niveau de ce chromosome X. Alors, si vous regardez bien précisément, eh ben, on retrouve les bandes. Alors regardez ici la bande noire, je commence par le bas et retrouvée en bas. Ensuite, on a de nouveau une autre bande. Ici, on a une bande qui est très sombre qui est là. D'accord? Si je reviens vers l'extrémité, et ben, j'ai une bande noire qu'on retrouve là, et puis je vois que j'ai de nouveau encore finalement cette bande sombre. Elle rappelle cette bande sombre. Et la petite bande là, elle rappelle cette petite bande là. D'accord? Et après, je me retrouve avec la bande noire qui est ici, qui est là. Et peut-être que la petite bande là qui fait 2 petits points, on la retrouverait ici. Donc, on peut là imaginer facilement que l'on a affaire à une duplication. Par contre, il semblerait quand même que la fin ici, la partie finale, elle soit pas aussi large. Donc, du coup, il doit y avoir aussi une délétion. Donc là, en fin de compte, j'ai une duplication, sûrement en tandem, mais j'en suis pas trop sûr, hein, je pense, en tandem, et avec une délétion terminale sur le chromosome X. Et dernière partie. Alors, la dernière partie, ça se passe au niveau du chromosome 5. Alors là, on le voit, c'est assez joli. Les 2 centromères sont pareils. Les 2 chromosomes sont de la même longueur. Par contre, là, on voit bien, regardez, qu'on a une bande sombre puis une petite bande plus sombre, une bande sombre large et une bande sombre fine. Et puis après, on se retrouve avec une sorte de répétition sombre, très sombre et un peu moins sombre. Et en fin de compte, cette zone-là, regardez, on la retrouve ici, mais retournée. Et cette zone-là, je la retrouve là. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu du coup une inversion qui se passe à l'intérieur finalement du bras long. Donc c'est une inversion du coup paracentrique sur le chromosome 5. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur ces 2 derniers karyotypes? Donc vous aviez du coup les solutions en fin de compte sur les karyotypes, sur la diapositive. Et puis après, si je déroule le cours, c'est pas très difficile. Ces mutations, elles vont avoir différentes selon le type de cellule. Hein. Donc les 2 grands types de cellules, c'est les cellules germinales et les cellules somatiques. Hein, je vous rappelle que la cellule germinale, ce sont les cellules souches qui vont donner les spermatozoïdes, par exemple, ou les ovocytes chez les animaux. Hein, si ces anomalies interviennent sur cette lignée germinale, elles peuvent devenir transmissibles du coup à la descendance et elles seront soumises bien évidemment à la pression de sélection naturelle. Hein, si cette mutation elle apporte un avantage, elle sera sélectionnée. Si elle apporte un désavantage, elle sera éliminée. Donc vous reverrez ça avec Monsieur Croce. Et puis si par contre ça concerne une cellule non germinale qu'on appelle une cellule somatique, cette mutation elle peut, si elle n'entraîne pas la mort de la cellule, elle peut se transmettre à la lignée cellulaire. Hein, c'est comme ça certaines mutations qui peuvent donner ce qu'on appelle des tumeurs, qui peuvent parfois être malignes et ça donne à ce moment-là le cancer. Elles ont différentes conséquences selon les régions de l'ADN. Alors bien évidemment, elles vont avoir des conséquences si elles touchent des parties codantes, hein, donc à l'intérieur des gènes, et notamment particulièrement, bien évidemment, si elles touchent des exons, hein, c'est-à-dire les parties qui codent véritablement pour des acides aminés. Mais elles peuvent aussi avoir des conséquences, même si c'est de l'ADN non codant. Par exemple, si elles touchent, par exemple, un promoteur, ou si elles touchent un terminateur, ou si elles touchent une séquence régulatrice comme les enhancers, les silencers, ou si elles touchent, par exemple, la limite d'un intron qui est important pour la reconnaissance du complexe par le complexe d'épissage et qui permet un bon épissage. Donc là aussi, on peut avoir une conséquence sur du coup le polypeptide, sur la protéine synthétisée. Dernier point, elles vont avoir, en fait, il existe différentes selon le type de modification. Hein, il va y avoir aussi différents types de mutations. Alors, je vous ai fait un tableau. Donc ici, je vous ai mis du coup le brin codant. Hein, donc, je vous rappelle que c'est le brin, c'est pas le brin qui est transcrit, donc c'est pas celui qui va servir à fabriquer, enfin qui va être le brin matrice pour la fabrication de l'ARN messager.
Donc, autrement dit, c'est le brin qui a la même séquence que l'ARN messager, à la différence d'avoir, bien évidemment, du désoxyribose à la place du ribose et d'avoir du T à la place du U qu'on aura chez l'ARN messager. Donc, du coup, je peux utiliser mon tableau de code génétique et là, ce que j'ai mis en évidence, c'est que là, j'ai inséré un T. Et du coup, comme j'ai inséré un T, mes codons vont être tous décalés. C'est ce qu'on appelle le décalage du cadre de lecture et je vois bien que toute ma protéine, ici plutôt tout mon peptide puisqu'il y a moins de 60 acides aminés, est décalée. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment une conséquence importante sur ma protéine. La mutation silencieuse, c'est une mutation qui va impliquer la redondance du code génétique. Donc là, je vois que à la place du C qui est ici, chez la diapositive 30, j'ai mis un T. Et donc, du coup, en réalité, CCG, qui code du coup pour l'arginine, CGT code aussi, donc CGU sur l'ARN messager, va coder aussi pour l'arginine. Donc là, du coup, la mutation, elle ne se voit pas dans la séquence du polypeptide, du peptide ici. Donc, il s'agit du coup d'une mutation silencieuse. Diapositive 31. Bon, là, j'ai fait aussi de nouveau une substitution. Par contre, là, je suis passé d'un codon qui codait pour l'acide aspartique, je suis passé à l'acide glutamique. Et quand je regarde mes deux acides, finalement, c'est des acides aminés qui sont assez proches puisque le radical, c'est CH2CO-. Et ici, c'est CH2CH2CO-. Donc, autrement dit, c'est deux radicaux qui sont polaires et chargés négativement. Donc, sur le peptide, ça ne va pas avoir une grande conséquence. Ça va pas. Il est peu probable que c'est un impact sur la fonctionnalité. Et donc, du coup, c'est le remplacement d'un acide aminé qui est proche biochimiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle une mutation neutre. Mutation faux sens. Là, cette fois-ci, on a le remplacement d'un acide aminé par un autre, mais pas du tout de la même famille. Donc là, par exemple, j'ai remplacé l'acide aspartique par de la valine. Et là, l'acide aspartique, c'était un acide aminé qui était polaire et chargé négativement. Et là, on passe sur un acide aminé qui a un radical hydrophobe, apolaire. Donc là, c'est pas du tout la même chose en termes de biochimie. Et donc, du coup, ça va avoir des conséquences sur le repliement et donc, du coup, sur la fonctionnalité. Donc là, mutation faux sens. Et enfin, la mutation non-sens, c'est quand on a l'apparition d'un codon stop. Donc, par exemple, ici, j'ai transformé du coup le UAU en UAG. Et UAG, c'est un codon stop. Et donc, du coup, ma synthèse, ma traduction est arrêtée prématurément. Et ça provoque du coup un peptide qui est beaucoup plus court et qui sera du coup non fonctionnel. Dernier type de mutation, ce sont les mutations à effet quantitatif, quand elles touchent notamment des zones de par exemple, si la mutation, elle empêche l'action d'un enhancer, et du coup, ce qui va pouvoir se passer, c'est que la traduction va diminuer en termes de quantité, voire même va s'arrêter, va être supprimée. Ou alors, si ça touche à un silencer, si le silencer ne peut plus agir, on peut avoir très bien une augmentation de la traduction, voire même une activation de cette traduction. Donc, c'est un effet quantitatif. Donc, voilà. Donc là, l'idée, ce qu'il faut retenir du cours, on a vu bien évidemment tous les détails sur ces mutations, comment elles se forment, quels sont les différents types et quelles sont leurs conséquences sur les protéines. Mais il faut bien avoir à l'idée que tout ça, tout au départ, j'ai bien insisté que les lésions, que l'action des agents mutagènes, que la tautomérie, tout ça, ça se faisait de façon certes parfois spontanée, parfois provoquée, mais tout ça aléatoirement. C'est lié au hasard. Donc, du coup, ces mutations, elles vont être source de diversification allélique, mais ça va être vraiment lié au hasard. Et puis après, les allèles qui peuvent être comme ça générés par ces mutations, vont être soumis à la pression de sélection naturelle. Donc, s'ils apportent un avantage, ils vont être retenus. S'ils apportent un inconvénient, ils vont être éliminés. Et s'ils sont neutres, ils vont se maintenir aussi au cours des générations. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, on a terminé sur cette partie. Alors, vous allez voir, du coup, vous avez très peu de diapositives à étudier.
hein, en fait, vous allez voir, il va y en avoir simplement que 3. Par contre, c'est un cours qui va porter sur la méiose et la fécondation. Donc, autrement dit, des cours qui sont en fin de compte des rappels de terminale. Donc, je vous ai mis 2 diapositives sur le déroulement de la méiose. Et en fait, je vous ai mis ici une diapositive qui est un schéma bilan. Donc, je vous ai mis les consignes. En fait, vous allez soit prendre une feuille A3, copier du coup toutes ces cases, soit vous allez prendre tous ces cercles qui représentent du coup des cellules, soit vous allez prendre, je vous ai ici mis en fin de compte ce schéma sous la forme de 2 pages, et vous allez les imprimer ces 2 pages et les réunir. Donc, vous aurez du coup la première partie, la partie gauche et la partie droite, et vous pourrez ensuite les réunir. Et il va falloir compléter, en fin de compte, ce schéma. Alors, comme ici, sur cette diapositive 37, on voit pas très bien les couleurs, le code couleur, je vous l'ai remise du coup en diapositive, du coup, j'ai agrandi et je vous l'ai mis en diapositive 38. Donc, je vois bien que je suis parti, en fait, d'une prophase 1 et je suis parti avec 2n égale 4. Donc, autrement dit, 4 chromosomes organisés en 2 paires. Une paire 1, ce sont les grands chromosomes où j'ai matérialisé et un chromosome bleu. Et une paire petite, donc c'est la paire de chromosomes 2, avec toujours un chromosome bleu et un chromosome rouge. J'ai mis dessus des allèles. Donc, j'ai mis un premier gène, le gène A avec un allèle grand A et un allèle petit a. Donc, l'allèle petit a est sur du coup le chromosome rouge et le grand A est sur le chromosome bleu. D'accord? J'ai mis un gène C avec un petit allèle, l'allèle petit c et l'allèle grand C. Et puis, j'ai mis un gène B avec aussi 2 allèles, l'allèle petit b et l'allèle grand B. Hein, donc, les majuscules sont sur les bleus et les minuscules sont sur les rouges. Et donc, je vous rappelle que comme il y a eu la réplication, forcément, les 2 chromatides sont les mêmes. Donc, ça veut dire que c'est logique que l'on a grand A et grand C sur les 2 chromatides du chromosome bleu et petit a et petit c pour le chromosome rouge. Et ce qu'on voit en prophase 1, là, on est en train de faire justement un chiasma, un crossing over. Donc, vous avez le résultat de la métaphase 1 sur le côté. Et donc, on voit, regardez qu'il y a eu un échange. Donc, on voit bien que dans le chromosome bleu, grand, on a une petite partie qui est en rouge. Et dans le petit chromosome rouge, on voit qu'il y a une petite partie qui est en bleu et vice-versa pour les autres. Donc là, j'ai mis la première possibilité de métaphase 1, mais vous aurez à compléter la deuxième possibilité. Vous savez qu'il y a un brassage interchromosomique, donc les chromosomes peuvent se mettre dans une autre disposition. Et donc, vous voyez que ces 3 schémas-là, vous allez les retrouver du coup ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir continuer du coup votre méiose. Donc, vous ne ferez pas toutes les phases, hein, je vous ai mis celles qui sont à représenter, donc prophase 2, métaphase 2, d'accord? Et puis, à la fin, vous aurez du coup vos gamètes avec du coup 2 chromosomes, mais qui n'auront plus qu'une seule chromatine. Et on verra du coup les 16 possibilités qui peuvent être liées du coup à cette méiose. D'accord? Donc, vous avez ce travail-là du coup à faire. Et s'il y a des questions, si vous voulez vérifier votre travail, vous pouvez me l'envoyer. Et du coup, ou si vous avez des difficultés, vous me posez des questions et je vous débloque. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est un travail de rappel de terminale. Attention, travaillez bien ce cours-là parce que ce soir ou demain matin, je vous envoie en fin de compte des exercices sur des croisements de méiose. Alors, des trucs que vous avez pu faire déjà en terminale avec des croisements chez des organismes diploïdes, mais on va faire aussi des croisements chez des organismes haploïdes. Et on va faire du monohybridisme, mais aussi du dihybridisme, c'est-à-dire en considérant 2 gènes et non pas qu'un seul gène. Donc, ça veut dire que ça va être un petit peu plus compliqué que la terminale. Donc, c'est important de bien travailler du coup cette méiose et cette fécondation aujourd'hui qui sont un cours simple de terminale. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions? Du coup, on lève ce cours qui a été un peu d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.